il y a moins d'1 an, le dernier à avoir fait un événement sportif au Grand Palais, il s'appelle Tony Estanguet, c'était les JO. On est devenu référence et on est passé d'un sport dans des salles de congrès à un sport qui est dans un lieu historique. Et je suis assez fier de ça. J'étais pas producteur d'événements, j'étais coach sportif. Produire un événement, c'est mettre tous les corps de métier du département en coordination pour arriver à un événement qui soit le plus réussi possible. Moi, je suis un bisounours, moi. Mon kiff à moi, c'est de faire du sport aux gens et qu'ils viennent s'éclater. Et quand j'ai vu les réactions, des insultes, les gens s'entraînaient entre eux, qui se disent dans mes sur des commentaires, l'idée c'est de devenir sport olympique un jour. Et lorsque tout ça sera vraiment optimisé au maximum, on pourra se dire qu'on est prêt. Le target, c'est de... Eh bien, salut les athlètes hybrides, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, vous le voyez, on est dans notre tout nouveau studio Stories à Paris-Montparnasse si vous avez des besoins en création de contenu. Et aujourd'hui, j'accueille un invité d'exception. On peut dire le boss des boss, on peut dire le premier qui a cru à l'Aerox en France. Vous avez sûrement déjà reconnu de qui je parle. On parle de Maxime Villalongue, a.k.a. Coach Villa, a.k.a. Max Villa, a.k.a. On peut dire General Manager France de Aerox. C'est un peu pompeux, mais dans l'idée, c'est ça, ouais. Je sais que je t'embête un peu avec ça, t'aimes pas trop les statuts pompeux comme celui-là, mais... J'aime pas ça du tout. Max Villa, c'est bien. Bon, t'as fait la tournée un peu des podcasts pour raconter ton parcours, raconter ton histoire. T'es venu aussi sur Extraterrien. Premier podcast, d'ailleurs. Ouais, qui a très bien marché, qui a lancé pas mal de trucs, j'ai l'impression. Qui était là au moment où il fallait. C'est assez bien placé. Ça nous a donné en tout cas une belle visibilité au départ. Ouais. On l'a cherché. Donc, non, parfait. Depuis, on va pas mentir aux auditeurs et aux auditrices. On est potes, on s'entraîne ensemble, on se charrie, on se fait des câlins tout plein de sueur assez régulièrement. J'essaye de le convaincre de faire un duo, mais Maxime est la personne la plus demandée en duo de la planète. Franchement, moi, je suis numéro 172 sur la liste. Donc, si vous voulez vous inscrire, il y a du monde. Aujourd'hui, le but, c'était un peu de comprendre un petit peu ton job, ce qu'il évolue petit à petit, comprendre un peu comment Aerox évolue en France. Qu'est-ce qu'on va avoir de nouveau en 2026 ? Il y a des trucs que tu pourras me dire, des trucs que tu pourras pas me dire. Si jamais il y a des trucs que tu peux pas dire, tu me le dis. Mais je commence avec tous les invités par la première question. Quels sont tes RP ? Ah, mes RP, ça, ils ont pas bougé depuis 2 ans, je crois. Et en solo, je suis à 1h05, solo open. Solo pro, j'ai fait 1h07 à Berlin. Bon, Berlin, c'est facile pour faire des RP. Ça tourne tout seul, il y a 1 km de run, donc en un seul tour. Et j'ai un 57 minutes 32 en open, double open à Bilbao. Pas mal. Et 1h11 secondes en duo pro. Okay. On n'a pas encore fait on n'a pas passé la barre des 60 en duo pro, mais presque 11 secondes. Avec Greg Chiche qu'on embrasse. Ce monsieur lui-même. Okay. En meilleur binôme. Vous faites un bon binôme. Ça a été une sacrée année pour Aerox. Le premier sujet sur lequel je voulais t'embarquer, c'était un peu l'après-Grand Palais. Je l'ai vécu un petit peu de l'intérieur avec toi. Tu me racontais des petits trucs et tout. Et le but, c'était vraiment de faire le plus bel événement sportif du monde, grand public. Est-ce que tu estimes que vous avez rempli la mission ? La mission est remplie par les retours que l'on a encore aujourd'hui. Encore hier, on a fait une soirée avec M. Louis Marcy, qu'on embrasse aussi. Il y avait une 50aine de personnes. Et le test qu'on s'était donné il y a 2 ans avec Héloïse au marketing, c'était si là, on s'assoit à une terrasse de café, qu'on demande à 100 personnes qui connaît Aerox, il y a 2 ans, pour sûr et certain, devait y en avoir peut-être une, max. Ce serait Héloïse. et on s'était donné comme but qu'au bout de 2 ans, à cette même terrasse, sur les 100 personnes, t'en as au moins 90 qui connaissent. Et hier, on a commencé la soirée en disant, il y avait peut-être 40-50 personnes qui connaissent Aerox. Et ben, quasiment tout le monde était capable de le dire.
avait entendu parler. Hmm. Et en parlant ensuite derrière, tout le monde a dit putain, mais j'ai vu un truc, c'est au Grand Palais. C'est le Grand Palais qui m'a fait connaître ça. Et donc, en fait, l'impact du Grand Palais a été immense en France, mais pas que. Il a clairement permis de step up le game Aerox en général, au niveau international. Hmm. C'est devenu un peu la référence, même pour les équipes de Aerox Monde. Tout à fait. On est devenu référence et juste, on est passé d'un sport dans des salles de congrès dans les villes de France ou d'ailleurs dans le monde à un sport qui est dans un lieu historique, un lieu où un an avant, et c'est ça que je m'entêtais de répéter à mes équipes pendant les 4-5 mois qui précédaient. Je leur dis, les gars, on va faire un événement au Grand Palais, soyez conscients de ça. Il y a moins d'1 an, le dernier à avoir fait un événement sportif au Grand Palais, qui s'appelle Tony Estanguet, c'était les JO. Et là, nous, la petite équipe de Aerox qui bossait dans un coworking à Paris, on allait aussi poser nos valises pour 20 000 personnes qui allaient passer. 20 000 personnes? On a eu 12 000 athlètes et 9 000, 21 000 en tout cas de public. Et c'était juste dingue. Et surtout, on a fait vivre une expérience sportive à des gens qui ne s'attendaient pas à ça et qui ont vu quelque chose d'historique, de magique, qui ne s'attendaient pas du tout. Même nous, sur place, on était assez ébahis par ce qu'on avait fait. Et surtout que c'était notre premier événement qui tournait aussi bien. Il n'y a pas eu un accro, tout s'est bien passé. Ouais. Moi, je vous le dis, vous avez beaucoup progressé en termes d'orga depuis 2 ans. Bon, là, j'ai ouï dire qu'il y avait eu des mini-soucis à Paris sur des histoires de puces, mais c'est pas de votre fait. Mais en tout cas, Grand Palais, c'était un sans faute. C'était vraiment un sans faute. Sans faute, ouais, c'est ça. Après, on a toujours l'œil de... Et ce que j'ai appris, c'est qu'en 2 ans, j'arrive pas à savourer un événement. Moi, un événement, j'y vois que des situations à gérer. Là où tout le monde arrive, c'est beau, c'est magnifique, ça tourne tout seul, moi, je vois que des situations à gérer. Et il y avait d'accro majeur, en tout cas, en termes d'aspect extérieur vis-à-vis du public et des athlètes. Mais il y a toujours des petits soucis internes à gérer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de gros accros de sled, il n'y a pas eu d'accro de puce, il n'y a pas eu d'accro de ball qui ne marchait pas. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que ça allait. Et là où on a vu un vrai step-up aussi, nous, en interne, c'est que, il faut dire qu'il y a 2 ans, tout le monde découvrait Aerox. Quand je dis tout le monde, c'est les athlètes, mais aussi les juges, les bénévoles, le sportif. Donc, en fait, on était tous à un moment où on a découvert la discipline. Moi, j'étais le seul ancien du truc parce que ça faisait 2 ans qu'on faisait. Mais tous les gens qui étaient là, ils découvraient. Et c'est parce que c'était jugé des stations, comment on circulait. Il n'y avait pas cette logique qu'on a aujourd'hui et qui facilite tellement les choses. Et le Grand Palais, c'est arrivé 1 an et demi après. Donc, toutes les équipes avaient peut-être 4 à 5 événements dans les pattes. Donc, c'est arrivé au moment où on avait quand même un peu de bouteille, tous. Et aussi tous un peu cette pression de bien faire qui a mis dans les têtes de chacun une concentration qui était juste fabuleuse. Et on bossait, quand tu bosses avec des gens concentrés, ça écoute, ça anticipe. Et ça, c'est des petits détails, mais tu vois quand tu es au rendez-vous avec les gens avec qui tu bosses au rendez-vous. Et là, tout le monde y était. Et donc, l'événement était incroyable. Ouais, c'est vrai que c'était un peu le point final d'une série d'Aerox où il y a eu Nice en septembre, Paris en octobre, décembre, Marseille et Toulouse, février. C'est ça. Et donc, tout ça, c'était la grande révision pour le mois d'avril. Au top du top. Quoi. Exactement. Et heureusement qu'on a eu entre février et avril ces 2 mois et demi de pause parce que préparer un événement au Grand Palais, c'est pas préparer à Porte de Versailles, c'est pas un événement à Toulouse, tout est différent.
Les règles sont différentes. Les endroits où tu stockes sont différents. Ce que tu mets au sol, c'est différent. Il faut mettre quelque chose sous les tapis. Il faut demander à un tel de mettre ça à 5 mètres d'un mur ou d'un pylône parce que c'est inflammable, parce qu'il y a un potentiel calorifique à prendre en compte. Et il y a des événements qui arrivent derrière qui veulent mettre leur lumière avant chez nous pour qu'on ait les lumières pendant. C'est un vrai challenge hyper intéressant. Mais différent de ce que j'avais connu depuis 2 ans. Et donc, du coup, heureusement que j'ai eu ces 2 mois de préparation qui m'ont permis vraiment d'arriver presque serein sur cette édition. Là, je sais que cette année, par exemple, on enchaîne Nice, Toulouse, février-mars, et encore 4 semaines après, on a Grand Palais. Donc, la préparation de 2 mois, je n'aurai pas. Donc, heureusement que je la connais maintenant. Heureusement que j'ai déjà passé mon été à bosser sur le sujet, que je vais passer mon mois de décembre et janvier à rebosser sur le sujet, de sorte à ce quand on va arriver au Grand Palais, il n'y aura que du détail à fignoler. Mais les gros sujets sont abordés et surtout, je sais comment faire maintenant. Ouais, et ça, c'est la connaissance de la chose, c'est ce qui va faciliter grandement les choses. Ouais. J'ai compris. Déjà, je te voyais bosser comme un dingue. Donc déjà, bravo pour ça, parce que je sais que tu avais la pression mais en plus que le challenge était beau, que tu étais ultra motivé. J'ai compris à la suite de ça que aussi tu étais devenu un peu un rôle de un peu boss des events aussi, ou en tout cas que tu avais pris une casquette supplémentaire pour ouvrir des nouveaux events, pour conseiller les équipes un peu partout à travers le monde. Depuis, tu es plus sollicité, tu vois, en interne pour lancer des nouveaux projets, pour travailler vraiment avec les équipes internationales sur les niveaux de standards de qualité. Je suis aujourd'hui, et je suis assez fier de ça, c'est que j'ai appris un métier. J'étais pas producteur d'événements avant. J'étais coach sportif. Donc, produire un événement, c'est mettre tous les corps de métier, les départements, en coordination pour arriver à un événement qui soit le plus réussi possible. C'est mettre des intervenants extérieurs, c'est mettre des fournisseurs, c'est mettre de la sécurité, du ménage, des bénévoles, du sport, toutes ces personnes-là. J'ai dû l'apprendre parce que je ne savais pas faire. C'est du bon sens, hein, c'est de l'organisation, mais donc, j'ai la chance d'avoir pu apprendre facilement dans un milieu qui était assez enclin à l'apprentissage et qui n'était pas du tout dans le jugement. Au contraire, ils m'ont toujours encouragé et ils m'ont toujours guidé à avancer. Donc maintenant, je suis assez fier de me dire que je suis producteur d'événements, que si demain, il y a un événement quelconque qui m'appelle, une marque quelconque qui me demande d'organiser un événement, je sais comment faire. Et ça, c'est assez cool. Donc, j'ai ce métier-là. Et maintenant, en effet, ça fait 2 ans que je suis à Hyrox. Ça paraît très court, ça l'est, mais dans le monde Hyrox, c'est très long. Parce que je suis arrivé dans une boîte, à l'époque, il y avait 20 personnes au siège à Hambourg, où je serrais la main à tout le monde, que ce soit du fondateur ou au mec qui faisait les réels. Aujourd'hui, j'étais encore en call hier avec mon collègue, ils sont sur 3 étages, il y a 160 personnes au siège, il y a 10 personnes par équipe quasiment dans chaque pays. Il y a encore 3 personnes qui sont arrivées hier. Hier, c'est un développement qui est assez dingue. Et comme ça arrive tout le temps, moi, ça fait 2 ans que je suis là. Et donc, je suis devenu un ancien dans cet écosystème. Et en effet, ma parole compte un peu plus que d'autres et plus écoutée, en tout cas, par les nouveaux. Et c'est cool. Moi, je le vois comme encore en apprentissage. Mais pour les autres, je suis un peu un référent parce que j'y suis depuis 2 ans. Donc, ça reste un échange assez intéressant. Et on a compris un truc aujourd'hui, c'est que comme un événement, c'est plus 2 jours, mais 5 ou 4, le métier de producteur d'événements, donc que je réalise sur un event, avant, j'étais seul. Donc, je faisais 5h du matin, minuit, 1h, tous les jours.
plus les jours de montage. Donc, c'était des semaines qui étaient chargées. Tu laissais des billes à la fin de l'event. Cette année, l'idée est de dire qu'on veut plus tirer sur la corde. Un événement, ça ne doit pas être compliqué. On doit profiter de chaque jour et pouvoir surtout être lucide chaque jour parce qu'il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de situations. C'est l'humain qui pose problème. Hein. C'est l'humain. C'est l'humain qui... Et on ne peut plus être fatigué dans ces moments-là. On doit être reposé, lucide, clair. Parce que s'il y a des décisions à prendre, s'il y a un enfant perdu, s'il y a une évacuation à faire, tous les problèmes de sécurité, il faut être en pleine possession de ses moyens. Et du coup, la solution très simple, c'est qu'on a du coup maintenant 2 personnes sur un événement qui produit. Alors, pas qui produisent. La production de chaque pays est faite par l'event producer du pays. Mais en revanche, un producteur d'événements d'un autre pays qui vient m'épauler à chaque event. Oh, ok. À Paris, on travaille en shift. Le matin, je bossais. À 14-15 heures, ma collègue prenait le relais, elle fermait le soir. Donc, c'est-à-dire que moi, à 15 heures, évidemment, je restais porte de Versailles parce que je n'allais pas laisser un événement que j'ai préparé pendant 6 mois tout seul. Donc, ça me permettait au moins d'avoir une pression mentale moindre et d'aller voir des gens, des amis qui passaient et de profiter avec eux. Ça, avant, c'était impossible. Un événement, pour moi, c'était tout sauf profiter. Je voyais tout le monde profiter. Je voyais les réseaux, les stories et derrière, et je me disais qu'ils avaient passé un événement de fou. Et moi, je ne pouvais pas discuter plus de 30 secondes avec quelqu'un. Tu vois. Ouais. Donc maintenant, c'est bien, on fait ça. Et on shift dans tous les départements. Le sport, les bénévoles. On shiftait déjà les bénévoles, mais marketing. Vraiment, on essaie de rester à 200% à chaque fois qu'on est sur un shift. Et ça, c'est la folie. Ouais. Et donc, moi aussi, je vais sur des événements européens. J'ai fait Genève, je vais à Stockholm, je vais à Turin, un peu partout. Et à chaque fois, je vois aussi des collègues qui viennent m'aider. Et ça, c'est le game changer. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile encore aujourd'hui sur un événement ? Les points de risque, c'est quoi ? Je vais pas dire qu'il y a de choses difficiles. Le point d'attention le plus important, à mon sens, c'est la communication en amont. Un event se prépare en amont. Moi, aujourd'hui, un event, il déroule tout seul et tu es juste sur place, mais c'est tout ce qui se fait en amont qui va être important. Et quand tu as 1900 bénévoles, 100 personnes du staff, que tu as un hall d'accueil, que tu as du médical, de la sécurité, tu as un nombre énorme de personnes qui bossent sur l'événement. L'idée, c'est que toutes les personnes, elles soient briefées, elles sachent quoi faire, à quelle heure, où aller, comment réagir avant. Ça, c'est le plus gros point de vigilance. Pour que si jamais il se passe un truc non prévu, tout le monde sache exactement ce qu'il faut faire. Mais c'est un détail, mais tu vois, comment tu accèdes au hall ? Si j'arrive à la porte d'entrée, qu'est-ce que je dis ? Est-ce que je monte ma plaque ? À quelle heure je suis là ? Comment je rentre ? Si tu n'anticipes pas ça, un minimum, tout le monde va t'appeler au même temps et tu vas être débordé. Et tu ne pourras pas gérer la situation que tu es en train de vivre parce qu'on t'appelle, parce qu'un tel ne s'est pas rentré. Où est-ce que je vais ? Par où est-ce que je mets ma tente ? Où est-ce que je fais ci ? Où est-ce que je fais ça ? Et tous ces petits détails, c'est ce que j'ai appris parce que je l'ai vécu au départ. Ça devient ingérable si jamais tu n'arrives pas à les anticiper. Donc mon gros taf, mon gros point de vigilance maintenant, c'est briefer au maximum. De l'info. Appeler. Est-ce que tu as bien compris comment tu vas faire, comment tu accèdes ? Est-ce que tu as... on fait de la visualisation comme dans le sport. Si tu arrives là-bas, comment tu fais, où tu vas ? Moi, j'essaie de faire ça au maximum. Et du coup, tu as 1900 bénévoles sur un week-end de 5 jours. Porte du Versailles, on avait 1900 bénévoles. Tu les recrutes comment ? C'est réseau. On a ouvert les inscriptions et on refoule du monde. On a C'est bien parce qu'il y a 2 ans, vous galériez à trouver du monde.
il y a 2 ans, c'était à l'image de Aerox. La connaissance de l'événement n'était pas celle qu'elle est aujourd'hui. Et en effet, c'était compliqué. Écoute, à Paris, on n'a pas de souci. À Bordeaux, on ne devrait pas l'avoir non plus. On a, je crois, 1200, 1300 bénévoles à Bordeaux prévus. Ça va être Toulouse ou Nice qui vont être plus subtils. Je crois qu'on est bien, mais... alors, c'est pas moi qui le fais. Hein. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui gère ça. Elle s'appelle Marie. Juste, elle gère ça d'une façon qui est juste incroyable. Et pour moi, elle fait un taf que je ne pourrais faire. Il faut 1900 bénévoles. C'est recruter 1900 bénévoles, leur envoyer un mail, leur dire qu'ils sont confirmés, leur dire ensuite quel jour ils vont venir. Mais ce jour-là, ça convient pas. Donc, il va falloir changer ce truc-là, changer de shift, changer de mission. Ça ne va pas. Et si, et ça, et qu'est-ce avec 1900 personnes. Avec 1900 personnes. C'est juste titanesque. Et après ça, il faut envoyer des codes parce qu'on offre à chaque bénévole un code pour pouvoir s'inscrire à une compétition. C'est un peu c'est comme ça qu'on les remercie. Il faut leur envoyer un code. Le code ne marche pas. Je veux le faire là, il n'y a plus de place ici. Donc c'est assez chronophage, donc il fait un travail de fou. Avant, c'est Guillaume qui bossait aussi très bien. Il a initié ça et maintenant Marie a repris le flambeau. Mais ouais, c'est un taf plus que temps plein. Okay. Elle donne beaucoup. C'est quoi les Aerox dans le monde qui sont plus beaux que Grand Palais ou qui rivalisent? Tu sais, il n'y en a pas. Non. Moi, je peux te dire, franchement, ce que j'aimerais vraiment bien faire, je sais pas si vous allez le refaire, c'est New York sur le pier. Après, il n'a pas une grosse capacité, je pense. Non. Je pense que la capacité, elle est minuscule. Je sais plus. Mais il faudrait regarder. Mais en tout cas, sur les photos, tu te dis comment tu fais passer 10 000 athlètes là-dedans. Tempelhof, Berlin, exceptionnel. Bah, c'est classique. Et classique. Et après, moi, celui que j'ai très envie de faire, c'est Varsovie, dans le stade de foot. Celui-là, je pense qu'il est accessible. Et je pense que c'est celui que je vais essayer de tester prochainement, quoi. T'as raison. Il y en a d'autres un peu qui sont cool. Je crois qu'il y a Singapour, qui est pas mal du tout. Stadium aussi. On peut se qualifier en 1h10 en plus, je pense, là-bas. Mais là, il y a des mecs qui sont qualifiés en facile. Ils sont partis pas à Singapour, mais encore plus à l'est. Et en Corée, en Corée, j'ai vu. Je crois qu'ils sont qualifiés en 1h10. 1h10. Bon. Tu veux voyager, tu peux aussi te qualifier. Moi, j'ai dit ça à ma partenaire. J'ai dit, écoute, on ira à New Delhi. T'as pas besoin de ça? Non, j'ai plus besoin de ça. T'es qualifié, là. Mais j'ai un duo mix. J'aimerais bien avoir une qualif. Qualifié sur la première compète de l'année, quand même, ça, c'est beau. Hein. C'est pas mal. C'est quand même très beau, ça. Bah, écoute, il y avait du monde, il y avait de la concurrence, mais ce jour-là, sur notre catégorie, il y a un trou d'air. Et on passe, quoi. Donc, un peu de chance, un peu d'alignement des planètes, un peu de grinta aussi, et c'est passé, quoi. Mais c'est ce qui nous est arrivé avec Greg il y a 1 an. On se qualifiait à 1h11, tu vois. Et des mecs qui avaient fait moins que nous sur une compète, pas qualifiés, tu vois. Ouais, c'est toujours ça, le truc. Toujours à Paris, il n'y a pas un simple pro qui passe la barre des 60 minutes. Il n'y a pas de simple 60 sur les pros. À Stuttgart, on a 20. Donc, on qualifie à Stuttgart, tu vois. Bah, à Berlin, je me souviens, en double open, on fait 59,08, ce qui est quand même un gros temps. On est genre 80e overall, tu vois. Donc, tu fais 59,08 à Paris, là, t'es dans les 20 premiers, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Clairement. Oh oui, attends, nous on finit combien? On fait 58,08. Ouais, on finit dans le top 10, je crois. Ouais, donc ça doit être ça. Une minute de plus, tu dois être 10 places en plus. Tu vois. J'ai jamais fait de podium de ma vie, tu vois, ça c'est un regret pour l'instant. C'est vrai? Un podium, j'en ai pas fait. Putain. J'étais abonné aux 4e place à l'époque. En solo en plus.
Overall, avant, c'est quatrième. C'était pas en âgé, tu vois. C'est Ah, il vraiment. n'y avait pas de catégorie d'âge. Si, il y avait, mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde, quatrième, ça passait, tu vois. Tu pouvais être quatrième Hmm. overall. Ouais. Mais aujourd'hui, overall, c'est quatrième, Ouais, mais du coup, tu fais un podium en âgé. même Sauf pas, si parce qu'à les l'époque- trois mecs À étaient dans le- l'époque, on était tous. Il n'y avait que des 30-35 à l'époque. Il n'y avait que ça. Il n'y avait que ça. Là, aujourd'hui, les stats, c'est qu'on est. Avant, c'est 30-35, la catégorie reine. Même on est jusqu'à 39. Là, aujourd'hui, à Paris, 16-24. Hmm. 16-24 en masse. Les jeunes arrivent en force. Et ça, Ouais. c'est bon, ça. Ouais, j'ai vu qu'il commençait à y avoir du niveau au niveau jeune, ouais. C'est Ok. trop bien. Les mecs, ils ont à 16 ans, ils ont un sport de ouf. T'aurais pas kiffé avoir ça, toi, à 16 ans? Bah, je pense que ça m'aurait drivé, tu vois. En fait, ce qui est chaud je trouve quand tu passes du collège, enfin, tu sors du lycée, tu commences tes études et ton activité professionnelle, c'est que bah, tout de suite, tu te mets à avoir beaucoup de sport. Le club, ça devient un peu compliqué. Tu te mets au fitness, mais pas vraiment sérieusement, ou tu te mets un peu à la course à pied. Mais il y a ceux qui courent, qui s'y mettent, mais t'avais pas de sport, fitness, tu vois. Là, maintenant, t'en as un. Donc, Moi, ça change la donne, ouais. ça aurait changé la donne. On aurait mis parce qu'aujourd'hui, on s'entraîne en muscu ou sur des terrains des pistes d'athlètes parce qu'on a un goal derrière, c'est de performer, c'est de faire 3,40 sur 1000 mètres, tu vois. Et à l'époque, on l'avait pas, ça. Donc, est-ce qu'on l'aurait fait? On le faisait. Moi, je l'ai pas fait. À part au rugby, quand on me demande de le faire. Mais, ouais, donc, je suis content pour les jeunes et surtout pour les très jeunes, puisque bon, peut-être je pars un peu loin, mais en tout cas, on a les catégories Young Stars qui sont mis en place à Amsterdam en janvier. On avait fait un test à Londres il y a un an. Là, on refait un test sur 6 événements, 6 dates, soit deuxième partie saison. On ouvre les compètes, on fait des vraies compètes pour enfants entre 8 et 15 ans. Et là, c'est le vrai. Pour moi, c'est le vrai truc. Tu vois, tu vas pouvoir aller en compète avec ton père ou ta mère. Tu vas le laisser faire sa compète, tu vas le faire à côté. Tu vas t'entraîner avec, tu vas partager un truc qui est assez ouf. Ouais. Là, moi, je suis tellement content. Et du coup, je leur dis, mais pourquoi la France, on n'a pas des Young Stars, tout ça? Donc là, je suis en train de faire des pieds et des mains pour avoir d'autres halls à Porte de Versailles l'an prochain, parce qu'une compète Young Star, il faut comprendre que c'est un hall séparé. Wow. Donc là, j'ai réservé un autre hall pour l'an prochain, plus grand, parce que C'est à partir de quel âge? 8. Putain, il est trop petit le mien. Bientôt. Et du coup, je suis en train de voir, j'ai déjeuné ce midi avec le commercial de Porte de Versailles pour lui dire qu'on avait besoin d'un hall en plus, mais qu'on n'avait pas besoin d'un si grand, qu'on voulait que 7000 mètres carrés, tout ça. Et il travaille sur une offre. Voilà, j'aurais peut-être une offre dessus. Et qui dit Young Stars dit aussi avoir une course Elite 15 chez nous. Parce qu'avoir une course Elite 15, ce serait moi, c'est un vrai goal, c'est d'avoir une course. C'est le prochain objectif, avoir une course Elite 15? Young Star Elite 15, pour moi, en France, ça serait ouf de l'avoir. Parce qu'actuellement, ça change tous les ans, les courses Elite 15. Ouais. Ok. Et pour l'instant, effectivement, il n'y en a jamais eu en France. Alors qu'il y a eu des Barcelone, il y a eu des Londres, il y a eu des Milan aussi, je crois. C'est une bonne question. Mais ouais, tout le monde y est un peu passé, sauf nous. Max? Je bosse dessus. Ok. C'est quoi le cahier des charges pour avoir une course Elite 15 chez nous? Il faut que tu aies 2 halls. Un hall pour le grand public, pour la course classique, et un hall à côté. Pour les Elite 15. Exactement. Ah ouais, il leur faut un hall dédié pour leur course. Mais là, aujourd'hui, on passe dans un level. Les courses Elite 15, c'est juste une qualité de fou. Déjà, c'est plus noir, c'est blanc, tout est blanc. On a des finishes. La zone d'arrivée, elle est différente. T'as du LED de partout. T'as des tribunes. Et c'est un vrai show. Il y a combien de personnes qui peuvent assister sur les autres? Je crois qu'on doit être dans les tribunes, on doit être à 4000 personnes, tu vois. Ouais. Non, mais c'est en fait là qu'on a.
cette année, on veut mettre le paquet sur l'entertainment. On veut mettre le paquet sur l'expérience que tu vis. On veut que ce soit beau. À Hambourg, il y a un mois, on a essayé des panneaux à LED de partout, des différentes sonos. On a essayé un concept qu'on appelle Aerox House. C'est une 9e station, si tu veux, où tu passes ta 8e, tu as fini, et tu vas directement à Aerox House, tu fais un peu la teuf, tu as de la musique et tout. Et on a recruté un mec, je suis assez fier, c'est un Français, Étienne Barré. Et c'est un Marseillais. Il était recruté par Aerox pour développer toute la partie entertainment chez nous. Vraiment pour en faire des shows, des vrais shows. Et les Elite 15, c'est là où on met le paquet pour l'instant parce que les gens adorent regarder l'Elite 15. C'est transmis sur YouTube, t'as le live, et moi qui suis... Je suis sportif depuis toujours. Je n'aime pas regarder le sport. Je suis le mec, je suis incapable de regarder du sport, ça me frustre. Pourquoi ? J'ai qu'une envie, c'est à faire du sport. Quand je vois un mec faire du sport, je me dis, c'est pas normal qu'il en fasse, il faut qu'il en fasse aussi. et donc, quand on regarde les Elite 15, putain, je me pose, ça dure 53 minutes pour les meilleurs, mais c'est tellement rapide, ça passe tellement vite que c'est un truc qui se mange tout seul, tu vois. Et du coup, on met le paquet là-dessus. Ok. Donc, on fait des tests sur les Elite 15 pour ensuite l'appliquer sur des événements grand public. Ok, très clair. Donc, l'année prochaine, on pourra avoir à Paris ou dans une autre ville, potentiellement, avec des gros guillemets, une course Elite 15. Tu travailles dessus. Je travaille dessus. On a un autre lieu en France qui pourrait l'accueillir, c'est Toulouse. Très beau lieu aussi, ouais. Très, très beau lieu, magnifique, un des plus beaux. Et en fait, c'est 7 halls qui s'enchaînent dans une même, sur une même surface. C'est un rectangle qui doit faire 1 km de long. C'est un aéroport, le truc. C'est ça. Mais du coup, nous, à Toulouse, on a loué 3 halls, tu vois. Ah ouais? Et sur 3 sur 7. Cette année, on en prend 4 sur 7. Mais on peut imaginer aussi qu'on en prend 4 sur 7, mais qu'on en prend 2 derrière pour les Elite 15, et puis encore peut-être 1 ou 2 derrière pour les jeunes. Et ça, c'est dans ma tête, on travaille dessus. Mais c'est toujours une question de... Nous, on a des dates, parce qu'on a un planning européen, mais le lieu aussi, il a des events. Donc c'est toujours le casse-tête chez moi de trouver une date. Ah ouais? Ah oui, c'est le plus dur. Ok. Du coup, là, dès que je peux, là, j'ai booké des dates sur 2028 dans des endroits, dans des stades d'ailleurs. Stades en France. Ah ouais? Ouais. Ouh. Est-ce que je vais gratter la petite info là? Ou est-ce qu'on va avoir? Il n'y a pas beaucoup de stades couverts en France, donc... Vous ferez vos recherches. Ceux qui sont un peu joueurs, ils vont trouver facilement. Le Vélodrome compte en stade couvert? Non, il n'est pas couvert. Bah, ils ont refait le toit maintenant. Je sais pas à quel point il est couvert. T'as quoi? T'as le Lyon? Non, je sais pas. Putain, je sais pas. Non, je crois pas. Hein. Oh non, c'est facile. Il y a Lille. Lille, c'est sûr, c'est Lille, couvert. C'est couvert. Ah, ok. Parlez avec Lille. Parlez avec eux. Un peu petit, Lille. Parce que quand ils transforment leur stade, quand la pelouse s'enlève, en fait, c'est un mécanisme assez ouf. C'est genre des vérins hydrauliques. Ouais, ça va sous le terrain et tout. Ouais, c'est assez ouf. Et quand ils le transforment, il n'y a que la moitié du terrain qui est exploitable. Donc en fait, pour moi, c'est pas assez grand. Donc dommage, parce que Lille, c'est une ville dans laquelle j'aurais aimé aller. Le palais des expos à Lille, il n'est pas ouf. Donc Lille, pour l'instant, c'est hors jeu. Mais c'est autre part. Paris, peut-être. Il y a une salle de concert qui est un stade aussi. C'est vrai. Ah, qui se transforme bien. Ok. Ouais. Bon, bah écoute, merci pour cette petite info en tout cas. On se délecte, tu vois, de voir où est-ce que vont être les prochains lieux. C'est booké. Faut que ça se fasse. Pour 2028. Mais c'est très cher. Et c'est plus cher que Grand Palais? Ah oui.
C'est plus cher Encore plus cher que Grand Palais. Ouais. Ah bah ouais, mais en fait, c'est que j'avais entendu que tous les artistes qui faisaient des concerts là-bas, ils perdaient de l'argent. Et que c'était juste parce que c'était une salle mythique et que quand tu fais cette salle mythique, t'es perçu différemment, c'est bien, ça fait bien pour les sponsors, ça fait bien pour les maisons de disques, ça fait bien pour le public, mais que finalement, in fine, j'avais entendu parler des 2000 millions d'euros, enfin, un demi-million d'euros juste pour booker le truc sans le staff, sans rien et tout. Pas les plus haut. Ouais. Non, c'est beaucoup, c'est très cher. Pour une soirée. Ah oui. C'est ouf, c'est fou. Mais c'est la date, j'ai booké 2 dates à 2 périodes différentes. Et je vous laisse l'option de voir. Est-ce que le but là, c'est de gagner de l'argent ou le but, c'est de faire un événement encore ouf et exceptionnel? Les deux. L'idée, on va essayer de gagner de l'argent sur les événements Paris, Porte de Versailles, Toulouse, Bordeaux. Les trucs rodés. Mais il y a des events comme le Grand Palais. Là, c'est commercial dans le sens c'est marketing. C'est quand je te dis que l'événement il nous a fait step up, en fait, si on veut step up, il faut combattre le paquet. Et c'est marrant, demain j'ai convié toutes les parties prenantes du siège à un meeting parce que là, on doit définir avec précision qu'est-ce qu'on veut y faire au Grand Palais. Parce qu'on n'a plus la salle qu'on avait, on a pris une autre salle à côté. Ah ouais? On a plus la grande salle où on avait le merch. On a pris une autre salle qui est assez jolie mais différente. Et le concept global du Grand Palais, qu'est-ce qu'on veut y faire? Est-ce qu'on fait bosser le même traiteur qu'on avait? Est-ce qu'on fait bosser le Hyrox House qu'on a essayé à Hambourg? Est-ce que on veut faire des trucs un peu la nuit et tout, avec des lumières, des DJ et tout? Comment on le fait? Et ça, moi, je leur ai dit, je suis prêt à tout prendre en charge, mais j'ai besoin de savoir où on va. Et moi, ma période de taf, ça va être entre Bordeaux, donc décembre, et fin janvier. Je veux pas définir des choses importantes, des gros sujets, je veux pas aborder ça après février, parce que j'aurai tous les événements qui vont arriver. Donc, je dis, là, j'ai besoin de savoir ce qu'on fait pour que je puisse organiser sereinement tout ça. Donc, demain, on a le call et on va voir où on va. Okay. On sait à peu près où on va, mais on veut que ce soit un vrai show. Okay. On veut que ce soit un vrai show. Il y aura une soirée le soir? Il y aura une soirée, on va faire un truc bien. Bon, bah écoute, cool, ça, je compte sur vous. Je te pose la question qui pique. La question que... Vas-y, bois un peu. Mais ça a encore fait jaser à Paris, ça a fait jaser au championnat du monde. Ça fait rouspéter tout le monde. Moi, je suis plutôt d'avis de dire ça fait partie du sport, c'est comme ça. Tout ne peut pas être parfait. Il faut qu'il y ait des fois des petites inégalités, des petits trucs qui vont pas. Moi, je serais curieux de savoir. Donc, je parle des sleds, je parle des tapis. Encore une fois, moi, je le prends avec humour et moi, je pense que moi, je trouve que ça fait partie du côté romantique d'Aerox de se prendre une surprise, tu vois. Et si le jour J, ça glisse pas, tant pis. Et puis, si à côté, ça glisse, bah tant pis pour toi. Ça fait partie du jeu. C'est frustrant. Ça devrait pas l'être. Devrait pas l'être. On est conscient de ça et on bosse d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte que ça n'arrive plus. Qu'est-ce qui faisait que ça arrive souvent? C'est lié à la température, c'est lié à l'humidité, c'est lié à l'ancienneté des tapis, l'ancienneté des sleds, c'est lié beaucoup aussi maintenant à des mecs qui poussent comme ça, qui lèvent le chariot. En fait, tu peux pas lever un chariot, tu vois, c'est pas la physique veut que si tu vas aller vers l'avant et que tu as une force qui va vers le bas, ça va pas avancer, tu vois. Donc il faut absolument pousser de façon
horizontale et basse et droite. Mais si tu as de base, parce qu'on le voit à Paris, moi, la course qui a été la plus parlante, la course de Alan Kao et de Thomas Fry. J'étais dans la même vague. Qui était, je me rappelle. Mais j'étais devant eux au sled push parce qu'évidemment, dès qu'il y a des pros, on est tous rivés à leur course pour voir comment ça se passe et surtout au push. Alan Kao, s'il y a des vidéos, reprenez-les. Alan Kao, il se baisse, il est droit, les fesses, les épaules, elles sont sur la même ligne. Il avance tout seul. Son sled n'a pas bronché. Thomas Fry, qui je pense est aussi costaud que Alan Kao, il arrive, il se met comme ça, les épaules un peu plus hautes que les fesses. Il est plus petit, voire, que lui, je crois. Il a juste les épaules plus hautes. Il a été en galère sur ce sled. Je lui dis dans l'oreille quand il pousse, putain Thomas, baisse tes épaules. C'était flagrant, tu vois, c'était là et là. Et ça, il y a aussi un truc de, on n'a peut-être pas tous la bonne technique. Il y a deux sleds et on ne peut pas le nier et on l'a vu au World Champ grâce à notre ami Maxime Krant qu'on embrasse, très fort. On l'a vu, il y a eu des soucis. Mais maintenant, je trouve, sincèrement, pour tester moi-même les sleds avant les compètes, avec des poids pro et open, que je trouve qu'aujourd'hui, on met trop facilement la mauvaise performance sur la faute des sleds. C'est très simple. Je n'entends pas une personne qui termine sa course en me disant « Ah, c'était dur les sleds. » C'était dur. Pour ça que j'ai... Tout le monde. Tout le monde à toutes les compètes. C'est facile. C'est prouvé, regarde. T'as vu les vidéos? Maintenant, c'est la mode. Tout le monde le dit. J'ai même plus besoin de demander, je le sais qu'ils vont le dire. C'est simple. Et donc. Mettez des sleds durs partout, quoi. À Paris, c'était le cas. Bah ouais, à Paris, c'était le cas. C'était cool. Il n'y a pas eu de soucis. Tout le monde était logé à la même enseigne. Il y a. On a recommandé, on aura des nouveaux sleds pour Bordeaux. Parce qu'on a fait une recommande, on a checké tous les sleds tout le temps. Mais tu vois, c'est typiquement, t'as des mecs qui te disent la ligne 1 à Paris, et elle avance pas. Alan Kao, Thomas Fry, elle avançait à la ligne. Elle n'a pas bougé. On a essayé le soir, elle bougeait pas. Donc, j'entends qu'il y a eu des soucis, et j'en suis conscient, et on en est tous conscients. Et on veut absolument que ça ne se reproduise pas. Mais c'est trop facile maintenant de dire que c'est les sleds. Ouais, bien sûr. Trop facile. Non, et puis il faut pas que ça devienne... Bon, désolé, parce que là, j'y participe et je mets le truc sur la table, mais j'étais curieux d'avoir ton avis, tu vois, et je pense que t'as pas eu aussi ton droit de parole sur ce sujet-là, alors que tous les athlètes ont jasé, tu vois. Et donc, je pense que c'est important que tu mettes le point sur les i. Et moi, je suis à 2000% d'accord avec toi sur le fait que on en fait trop une montagne. Ok, bah, le sled, il est dur et c'est dur après. Bah, bien sûr. De toute façon, toute la course, elle sera dure. Tu vas te prendre le mur quoi qu'il arrive. Si tu le prends pas au push, tu te le prendras au pull. Si tu le prends pas au pull, tu le prendras au burpee. Mais tu te prendras un mur quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, c'est mentalement, on se dit avant de partir, là, je peux peut-être vriller, tu vois. On n'est pas serein en partant. Parce qu'on se dit, est-ce que je vais aller cette ligne-là, elle est pas bien. On n'est pas focus. Parce qu'on pense à ce truc-là. C'est comme ça que ça marche, tu sais. On a peur de quelque chose qu'on nous a dit. Fais gaffe, ça fait mal. Donc, t'as mal avant d'y aller, tu vois. Mais bon. Ouais, c'est un sujet qui est normal et on l'entend tous, mais on a tous conscience de ça chez Hyrox. Et je pense que il y a aussi des nouveaux sleds, il y a aussi des techniques différentes, il y a aussi nouveaux tapis. Ton tapis Hyrox n'est pas celui que tu as à ta salle. Il faut aussi se le dire, ça, tu vois. On ne peut pas comparer forcément, c'est pas les mêmes. C'est des moquettes, c'est du synthé. Donc, ouais, voilà. Sujet ouvert, il restera ouvert, mais ça va vous coller jusqu'à la fin. Il faut arrêter de trouver des excuses. On s'entraîne, on pousse. Et
j'aime bien la vidéo des mecs qui disent ouais, les gars, c'est dur, mais regardez, comment faire. Il y a des vidéos qui tournent de ça. Ok, c'est dur, mais. Ouais, on y va, on va les découper, quoi qu'il arrive. Ouais, voilà. Mais faut te dire, c'est là, c'est. Et, ouais, c'est beau. Ouais. C'est beau. C'est beau, ouais. J'aime bien. Bon, écoute, merci d'avoir partagé ça. Je voulais t'emmener sur le sujet des Jeux Olympiques. Magnifique. Ça a l'air d'être un gros objectif pour Aerox de manière très active. Il y a eu une grosse news qui est apparue il y a quelques jours au moment où on fait ce podcast, qui est qu'une alliance avec la Fédération internationale de triathlon, pour que ce soit la Fédération internationale de triathlon qui porte le projet Aerox auprès du comité olympique. Si j'ai bien compris, plus ou moins, c'est ça? Ouais. Dis-moi si je dis des bêtises. Non, c'est ça. C'est en gros, la World Triathlon va prendre Aerox sous sa coupelle. Accepter, reconnaître le fitness racing comme un sport. Aerox ne sera pas le sport olympique. C'est le fitness racing qui va l'être. Et la World Triathlon a accepté de prendre ce fitness racing sous son aile pour amener ce sport au JO. Ouais. Pour 2028 32. 32. Je crois que c'est en Australie. Australie, je crois que c'est Melbourne, non? J'ai pas l'info, donc je ne saurais pas te dire. Mais l'idée, c'est ce qu'on a en tête. Et c'est un objectif qui est affiché depuis le début. Aerox, dans ses gènes, ça a été de devenir sport olympique un jour. On a dû arrêter de le dire au moment des JO parce qu'il y avait des amendes qui étaient encourues pour les gens qui parlaient des JO, qui faisaient leur promotion avec ça. Maintenant, c'est passé. On peut le redire à nouveau. Et là, encore plus, puisque ça devient officiel. Et donc, là, c'est plus un rêve, on a le pied dedans. Tu vois. Et ce sport-là a été construit à l'origine pour un jour être sport olympique et répondre aux critères. Le fondateur, Maurice, qui est un ancien athlète olympique, quand ils l'ont fait au départ, ils l'ont pensé à ça. Et je te dis ça, c'est important parce que je parlais avec l'organisateur du FIS, qui est un plus gros festival de sport extrême à Montpellier. Il y a quelques très belle réussite. D'ailleurs. Très belle réussite. Il y a quelques semaines de ça, qui me parlait de certains sports qu'ils essayaient d'amener au JO. Et pour ça, enfin, on leur demandait d'amener des sports au JO, mais pour amener un sport au JO, un sport historique, il faut foncièrement transformer sa façon de le pratiquer, sa façon de le montrer au grand public pour qu'il soit standardisé, reproductible et adaptable au format JO. Quand un sport historique, tu essayes de le modifier pour qu'il devienne olympique, tu en modifies au fond l'ADN, tu vois. Bien sûr. Donc tu galvaudes un peu ce sport. Et je lui disais, nous, on n'a pas ce problème-là, parce qu'on parlait de ça justement, on n'a pas ce problème-là parce que nous, on a été créés pour être sport olympique. Donc on n'a rien à changer, si ce n'est à continuer à optimiser tout ce qu'on fait déjà. Les sleds en sont un exemple, mais l'idée, c'est d'optimiser au maximum pour que l'expérience que tu vis à Paris soit exactement la même que tu auras à New York, à Berlin, à Rio, peu importe. Et donc, nous, on n'a pas de souci, mais c'est un souci qui peut se poser à des sports historiques qui souhaiteraient devenir jouer dans la cour des JO. Ouais. Hyper intéressant, tu vois, hyper intéressant d'avoir ce point de vue-là et vraiment de comprendre que ça a été pensé pour, donc c'est une suite logique. Est-ce que ça peut être quoi est-ce qu'il va y avoir des modifications, tu vois, dans le sport, dans les règles, dans le naming? T'as parlé du naming, Aerox versus fitness racing. Est-ce qu'il va y avoir, tu vois, d'autres travaux? Ça va être quoi les chantiers qui vous attendent? Je suis désolé pour l'auditoire, mais je n'ai aucune info là-dessus. Je sais pas. Je sais pas. Ok. Moi, j'ai grand espoir que ça reste pareil. Il y aura peut-être... En fait, l'idée, un des critères principaux d'un sport olympique, c'est
qui soit reproductible dans tous les dans tous les 4 coins du monde, dans tous les continents. Notre but à nous, c'est d'être représenté dans chaque continent. C'est le cas. Il faut que le sport soit accessible. Il faut que le sport ait des divisions. Hommes, femmes, handicapés, qu'il y ait différents types de handicap qui soient aussi possibles, adaptations qui soient aussi possibles. Donc aujourd'hui, Hyrox, tel qu'on le connaît, répond à beaucoup de ces critères-là. Donc répond à ces critères olympiques. Donc, si on est logique, c'est ce sport-là et ce format-là qui va aller au JO. À moins qu'il y ait un mec, un expert qui te ponde un jour, et en fait, ça, je suis pas certain que ce soit accessible, tout ça. Mais je pense qu'on le démontre, en fait, depuis le début, que ce sport est accessible. Il faut qu'on travaille encore sur les adaptations, sur les personnes en position de handicap qui viennent sur les compétitions. On a encore du boulot à faire. On est bien avancé, mais on a encore du boulot à faire. Et lorsque tout ça sera vraiment optimisé au maximum, 2032 du coup, on pourra se dire que on est prêt. Même avant, mais en tout cas, le target, c'est 2032. Il y a déjà eu des... Tu vois, quand tu parles des Jeux paralympiques, moi, je pense tu vois, je pense à différentes formes de handicap. Et une qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les sprinters non-voyants qui courent avec un guide, ou les triathlètes qui courent avec un guide. Et ça, c'est un truc, parce que franchement, nager... Franchement, moi j'ai un respect immense pour les triathlètes non-voyants qui font du vélo, qui nagent et qui vont courir. Le vélo, je crois que c'est ce qui fait le plus peur. Ah, mais ouais. Le vélo, ouais. Ça, c'est un truc de dingue. Déjà, le tandem, c'est quand même une technique. Mais en plus, le tandem avec quelqu'un qui est malvoyant, j'ai un respect pour le guide, j'ai un respect pour le malvoyant qui va, qui n'a pas peur, quoi. Bien sûr. Tu as eu déjà des personnes non-voyantes qui ont fait des Hyrox? Grand Palais. Palais, on a eu, ouais. Ok. Ouais. Avec un guide. Ouais. Ok. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est assez ouf. Ça, c'est ouf. Et surtout, ce que j'adore dans Hyrox, c'est que toi, qui es valide, tu peux courir et tu passes à côté de ces 2 personnes-là qui courent ensemble. Et genre, ça te met une pêche, mais tu te dis, tu les applaudis, genre, putain, les gars, bravo, c'est top. Et t'avances et tu dis, waouh. C'est fort. C'est fort. Et ce fait que là, on partage le même truc, la même émotion. Et après, tu vois un champion, tu vois un joueur voisin, tu vois un LKO qui va un peu plus vite. Pas toi qui les dépasse, eux qui te dépassent. Mais ce truc-là qui est puissant, tu vois. Mais c'est un truc qui revient aussi souvent dans le trail. Quand tu demandes aux athlètes de trail qu'est-ce qui leur plaît autant, ils disent bah ouais, je suis sur la même ligne de départ que les grands champions. Je suis juste 5 mètres derrière eux, mais en fait, je les vois partir. On fait la même course, on est sur le même sentier avec les mêmes chaussures, tu vois. Et il y a un côté expérientiel pour les athlètes qui est assez fort, quoi. Où tu te dis, tout le monde démarre au même moment. Ça, c'est cool. Et là, on démarre ensemble, mais on peut se retrouver pendant, tu vois. C'est ça qui est cool aussi. C'est sûr. Pas sur les stations, parce qu'ils iront plus vite, mais sur le run, tu peux retrouver les personnes tout le long, quoi. Ouais. Est-ce que... et effectivement, je dois bientôt te libérer. Tu bosses, donc tu nous as dit un peu les events sur lesquels tu bossais. On peut parler du Maroc? On peut parler du Maroc. C'est un event qui est attendu? C'est un event qui est attendu parce que grosse communauté francophone au Maroc. Aujourd'hui, on n'a pas de lieu qu'on a trouvé au Maroc qui puisse accueillir une compète. Le frein, aujourd'hui, c'est ça. C'est que le Maroc, il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 3. Et 1, c'est compliqué. Il y en a un qu'on a identifié. Mais ce qu'on ne prend pas en compte au départ, c'est que si je fais venir 10 000 personnes à une compète, ces 10 000 personnes, il faut les loger. Donc il faut qu'il y ait une offre hôtelière aussi dans la ville où tu vas qui soit en mesure d'accueillir ces gens-là. Et là où on a trouvé un lieu, le lieu déjà était un peu vieux,
Euh, euh, il ressemble un peu à Nice, tu vois, c'est une espèce de dôme assez cool. Euh, mais la ville, elle n'est pas en mesure de recevoir autant de personnes d'un coup. Ok. Et donc ça, c'est un autre sujet, tu vois. Ouais. Donc là, on est sur des sujets de peut-être avoir des maxi-tentes extérieures pour couvrir, même si au Maroc, on peut se dire que euh, un risque de pluie n'est pas élevé. Donc on pourrait clairement tenter l'expérience outdoor, mais c'est tellement d'investissement 6 mois, 8 mois avant que risquer ça, c'est quand même il y a un vrai risque. Et, et aujourd'hui, on n'est pas encore en mesure de le passer. C'est pour ça que chaque compétition qui a lieu en semi-outdoor, c'est parce que les exos sont couverts, tu vois. Euh, à Berlin, on l'a vu. Je sais pas si tu te rappelles de Berlin. C'était des grêlons gros comme des pommes qui tombaient, quoi. Et, Ouais. ouais. Chapeau, hein, d'ailleurs, à ceux qui ont couru ce jour-là, mais je sais pas comment, Ouais, comment, oui, comment ils ont résisté. ouais. Ok, et il y a d'autres, peut-être dans les pays du Maghreb, il y a d'autres possibilités, d'autres options? Actuellement, non, on n'a pas regardé ailleurs. Ok. Mais le Maroc, on lâche pas. On est en train vraiment d'aller sur le sujet. Euh, il est probable que ce soit moi qui sois producteur de l'événement là-bas. Euh, mais voilà, il y a comment est-ce qu'on y accède, comment est-ce que on fait venir au camion. A priori, ce seraient les camions kit espagnols qui arrivent directement par les 3 Gibraltar déposer le matos là-bas. Mais comment on y va, comment on fait passer à la frontière, à la douane, c'est une autre culture, c'est comment est-ce qu'on s'implante. On a parlé à des dizaines d'interlocuteurs là-bas pour nous aider peut-être à arriver. Il y a un aspect toujours tourné très business, je vais t'apporter ici, et on ne s'est pas senti à chaque fois 100% pour s'engager avec ces personnes-là parce que le but n'est pas l'argent, n'est pas financier, le but est vraiment de faire vivre une émotion. Évidemment, on a besoin de vivre et de pouvoir upgrader à chaque fois, il faut qu'on fasse de l'argent, mais c'est pas le but initial, tu vois. Et donc, on n'a pas encore trouvé l'interlocuteur en face de nous qui soit suffisamment euh, pied sur terre pour avoir une discussion orientée vers autre chose que du business, tu vois. Ok, je peux le comprendre et je l'entends bien. On a pas mal fait le tour déjà, c'est cool. Va y avoir des nouveautés pour les affiliés. Tu vois, est-ce que je sais que c'est une population qui est très demandeuse d'avoir de la valeur, que la suite de l'histoire, peut-être que je m'avance. C'est pas ma position. Mais la suite de l'histoire, c'est que les prix ils augmentent, qu'il y ait de plus en plus de valeur pour les affiliés. Aujourd'hui, ça a été quoi un peu les récentes nouveautés que vous avez pu mettre en place? La question, c'est, je te la pose, t'es affilié, Bars. Euh, Qu'est-ce qu'un affilié il a dans son affiliation? C'est quoi les bénéfices d'avoir une affiliation? Ce qui intéresse le plus mes affiliés, ça va être d'avoir une possibilité de prendre des tickets 2 jours avant. Ouais. Ça leur intéresse. Mais tu vois, c'est marrant que tu dis ça en premier. Il y en a Mais moi, c'est ce que veulent mes adhérents. Voilà, mais il y en a qui résument une affiliation à ça, à avoir un ticket 2 jours avant. Tu payes pas pour avoir un ticket 2 jours avant. En fait, tu payes. C'est bien plus profond que ça. Bien sûr. Et JB, il passe son temps à essayer de donner le maximum aux affiliés. Et ce qu'il fait, dans d'autres pays du monde, ils ne le font pas. JB, c'est une référence dans le monde de Hyrox sur ce qu'il fait. Il demande tout le temps à ce qu'on lui donne, qu'il fasse des reports, comment tu fais pour gérer ça, ça, ça et ça. Parce que JB, c'est un propriétaire de salle depuis 7 ans. Il ne parle pas au nom de Hyrox, enfin si, au nom de Hyrox, mais il parle à des gens comme il voudrait qu'on s'adresse à lui. Donc tout ce qu'il fait, c'est en se mettant à la place des personnes parce qu'il est à la place des owners. Et ce qu'il fait, c'est assez incroyable. Et résumer son travail
et l'affiliation à avoir une prévente. à avoir une prévente qui, une fois sur deux, aujourd'hui, elle a bugué parce que c'était le white total chez les affiliés, ils étaient incapables de donner leur ticket à que leurs adhérents. C'est dommage. Et on a eu des retours de mecs qui te disent non, mais c'est pas normal, je paye mon ticket avant, donc j'arrête l'affiliation. Mais en fait, t'as pas compris. On te donne 2 jours en avance, mais on te permet aussi de. C'est pas du tout hautain ce que je dis, c'est sur les faits qu'on me sorte les taux de fréquentation d'une salle qui s'est affiliée à Aerox V6 avant. Je pense sincèrement qu'on a fait x2 pour beaucoup. Et ça, déjà, c'est un énorme avantage. Donc, tu payes pour ça. Et aujourd'hui, on le voit. Il y a des mecs qui trichent, qui vont se dire Aerox, pas beaucoup parce qu'on veille au grain, mais qui vont se dire Aerox pour avoir du monde. C'est qu'ils voient qu'il y a un truc. Sinon, ils ne le feraient pas. C'est une nouvelle audience, plus féminine, plus jeune, plus diverse, de gens qui font de la course à pied, tu vois, c'est... Et ça c'est sûr. T'as une prog, t'as du support marketing que tu n'utilises pas, mais t'as une plateforme, il y a des gens qui se cassent le crâne tout le temps pour te mettre en place une plateforme avec des cours tous les jours. T'as pas envie de réfléchir. Si ça te plaît pas, la prog, c'était ton affinité avec ça. Moi, je m'inspire, j'en prends plein d'infos. Ouais. Mais dans l'idée, nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que si tu nous payes une affiliation, on veut déjà que Aerox t'attire du monde dans ta salle. On veut que Aerox te donne tous les outils marketing parce qu'on t'aiguille comment marketer. On te fait même des templates de newsletters envoyés. On te donne une prog tous les jours. Bah, en fait, ça c'est du contenu. Et JB, ce qu'il fait en plus, il a créé une plateforme je sais plus comment ils appellent ça. Discord, où il donne par le tips, comment il fait des webinaires, comment développer Aerox dans ta salle pour avoir plus de clients. Ça, c'est lui qui le fait. Donc, je pense que tout ça, ça se valorise. Et 120 € par mois, pour moi, c'est que dalle. 120 € par mois à Paris pour une salle, c'est un abonnement. Un mec qui s'abonne, c'est 120 €. Il y a combien de mecs qui s'abonnent pour Aerox? À Paris, beaucoup. Voilà. À Paris, beaucoup. Non, mais ça, pour moi, c'est un no-brainer, tu vois. Tu sais, au début, je me souviens quand je t'ai rencontré, que j'avais l'idée de la prog, je m'étais dit, est-ce que je négocie avec Max l'affiliation, tu vois? Et en fait, je me suis dit... T'as essayé. Hein? T'as essayé. Ouais, je t'ai glissé un mot, mais en fait, la conversation, elle a duré 3 minutes. La conversation, elle a duré 3 minutes, tu vois. C'était, en fait, c'était même pas... Comment dire? C'était même pas j'ai négocié. C'est je t'ai demandé, est-ce que ça vaut le coup? Oui, non. Il y a quoi dedans? Bien sûr. Tu vois, tu m'as vendu le truc. Enfin, tu vois, t'as répondu à un client intéressé, tu vois. Un prospect. Et donc, tu vois, et moi, quand tu m'as pitché le truc, la plateforme, tu m'as pitché l'accompagnement, le groupe, les petits avantages qu'il y avait en plus. Il y a des codes promo en plus pour du matériel pour ceux qui veulent se fournir. Ouais. Qu'on a le droit de donner en plus potentiellement à nos adhérents aussi, tu vois. Je pense que ça, faut le savoir et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas. Moi, je les ai intégrés dans la prog, tu vois. Donc, tu arrives dans la prog et tu vois quels sont les partenaires qu'il y a, ceux qui viennent de moi, parce que j'en ai dealé aussi, mais ceux qui viennent de Aerox aussi. Il y a un partenariat avec Exo aussi, Exo Sport. Qui permet de référencer les salles de sport pour qu'elles apparaissent plus rapidement sur les moteurs de recherche. Ça, c'est JB qui a développé ça avec les salles. Mais c'est un truc qui est vraiment donné au maximum, tu vois. Bien sûr. Et en effet, si tu pars de l'affiliation parce que ces contrats-là ne sont pas remplis, ok, faire. Mais si tu pars parce que tu n'as pas eu de place à ta prévente et parce que tu es affilié, bah, tu n'as pas compris. Et c'est dommage. Ouais. Et encore une fois, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi, il y a les 150 membres de la prog. Voilà, mais je dis ça pas dans le sens tant pis pour toi. Je dis ça, je suis peiné de ne pas pouvoir donner autant de place à ces gens-là. Parce que les salles de sport affiliées, c'est là où le vivier qui vient de nos compétitions,
il travaille, il s'entraîne. Donc, il faudrait, moi, dans un monde idéal, que tout le monde ait sa place. Ce serait le top. Mais on ne peut pas le faire. On essaye. On est passé de 1 jour à 5, à un événement à 6. En France, mais en Europe. Tu peux aller en Belgique, tu peux aller en Allemagne, tu peux aller en Espagne, en Italie. Et ça, c'est dans le but de pouvoir donner... Que tout le monde ait son ticket. Voilà. Et donc, nous résumer à j'ai pas de ticket, c'est de la merde, parce qu'on sait, quand on a sorti la billetterie, je pensais pas, j'étais choqué de voir les réactions des gens. Je me suis dit, c'est pas possible. Tu t'attendais pas à ce que ça parte en 5 minutes? Mais moi, je suis un bisounours. Moi, mon kiff à moi, c'est donner, faire du sport aux gens. Et qu'ils viennent s'éclater à nos événements. Et quand j'ai vu les réactions, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. On parle de sport, on parle de bien-être, on parle de dépassement, on parle d'entraide de communauté, des insultes. Les gens s'entraînaient entre eux, qui te disent, non mais va te pendre sur des commentaires. Et moi, je me dis, ça m'a mis un coup. Ouais. Mais vraiment de ouf. Je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Et ça m'a vraiment fait réfléchir à putain, mais c'est quoi ce truc-là? Quand tu fais tout pour essayer de donner au maximum, et que derrière, tu as ça, tu te dis, attends, il y a un souci. Donc après, tu comprends aussi que tu peux pas satisfaire tout le monde, qu'il y a des gens qui réagissent différemment que toi et que la plupart des gens. Mais c'est quand même dur et cruel, ce truc-là. Et, mais bon, bref, c'est passé. Je pense qu'on a passé ce gros... On va voir là. Je dis ça, il y a Grand Palais qui arrive, là, puis on vend des tickets. Le Grand Palais, on peut pas avoir 9 jours comme on aimerait avoir, mais en gros, voilà, c'est... T'estimes que t'aurais rempli combien de jours à Paris? Le double. 10 jours, le double, t'aurais rempli? Ouais, putain, on a vendu 20 000 billets en 45 minutes, et il y a 20 000 personnes qui attendaient. Après. Ouais, non, et c'est frustrant. Moi, je vois pas trop bien, on a rempli. Moi, c'est oh putain, merde, on n'a pas filé place à tout le monde. Ouais. Moi, j'ai vu ça, que tu vois que ça. Moi, je vois toujours que ça. J'arrive pas à en plus, me satisfaire. t'as aucun système, il n'y a rien qui peut te permettre de rendre ça plus juste, ou genre, si t'as pas eu ta place à Paris, t'es en liste prioritaire sur Marseille, mais tu fais des trucs, mais tu t'arraches les cheveux après à organiser ce genre de truc. Ouais. Quoi. Et t'essayes de le faire de manière juste et intelligente, et c'est le hasard. Et tu vois, le hasard, ça rend fou les gens. Le hasard, ça rend fou les gens. Ils ont des attentes énormes, et leur destin est voué au hasard, à leur connexion Internet, à leur navigateur, à plein de petits trucs à l'heure à laquelle ils sont connectés et tout. Et ça rend dingue. et le pire dans tout ça, c'est ce putain de chiffre qui te positionne sur la liste d'attente quand tu fais la queue sur les tickets. Il y a toujours un 12e, 40e, 60e, 20 millième. Et ce chiffre n'a pas de sens. Ouais. Ce chiffre, on le sait tous, il n'a pas de sens. On le sait nous, ils veulent pas l'enlever, ce chiffre. Et ce chiffre, c'est simple. Tu es censé être 12 millième en liste d'attente, puis passer 8 millième, puis passer 3 et 2 et 1. Et après, tu as ta place. Là, ça descend. Et ça fait quoi? Tu arrives à 10, tu te sens prêt. Là, tu dis, ça y est, ça fait 1 heure que j'attends. Le chiffre remonte. Et ça rend ouf. Donc, on a dit, les gars, enlevez-moi ce chiffre, mettez une barre de chargement qui est aussi comme sur Google, tu vois, et juste mettez ça, ce chiffre rend fou. Et c'est ça qui a rendu fou. Et on le sait. Mais ça aurait été exactement pareil s'il n'y avait pas le chiffre. Bien sûr. T'aurais attendu, mais tu sais pas, t'aurais attendu quoi. Là, t'attends quelque chose qui te descend. Donc s'il remonte, t'es pas content. Ça s'approche. Ah, putain. Et bon. Mais voilà. Mais, bon, en tout cas, je sais pas. J'imagine que vous avez mis pas mal de choses en place. Après, ça reste un problème de
d'offres et de demandes. Il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Tu peux pas faire des miracles. Je trouve que vous avez fait un bon move aussi de permettre aux salles de créer des petits événements Aerox pour que les gens, voilà, ils aient quand même la sensation de faire un Aerox à côté de chez eux dans leur salle. Je pense que ça, c'est un très très bon move. Même si c'est pas des temps officiels, au moins, ça permet que la discipline se propage et les gens ont l'impression de faire un truc. Moi, mes parents, tu vois, ils ont acheté une maison au Sable d'Olonne. Et il y avait un Aerox Sable d'Olonne, tu vois. Et les mecs, ils ont fait des affiches dans les abribus, tu vois, et les gens en parlaient. Ils disaient, après l'Ironman, on a un Aerox au Sable d'Olonne, vous vous rendez compte? Si on dit Aerox, Sable d'Olonne, là, il y a un souci. Non, mais tu vois, je sais plus comment c'était marketé, mais les gens, après, il y a la façon avec laquelle tu fais de la pub, et il y a comment est-ce que les gens l'interprètent. Tu vois, moi, mes parents, ils m'ont dit, mes parents, ils ont 65 ans, ils sont là, mais t'as vu qu'il y avait un Aerox au Sable d'Olonne, tu vois? J'en dis, doucement. Mais tu vois, les gens, c'est comme ça qu'ils l'interprètent, c'est comme ça qu'ils le voient, et ils sont contents, tu vois. Puis au Sable d'Olonne, ils ont le Vendée Globe, ils ont l'Ironman, il leur manquait que ça, tu vois. Bien sûr. Donc voilà, mais en tout cas, ouais, je vois que vous avez fait beaucoup d'efforts là-dessus, donc bien, ouais. On a un peu dépassé l'heure, Max. Merci en tout cas d'être venu. On se refera un petit passage dans 6 mois, dans 1 an, quand tu veux. Mais merci. Franchement, je me suis régalé. C'était plus business que je fais d'habitude. D'habitude, c'est un peu plus perf et tout, mais là, c'était trop bien. Et je pense que ça va plaire à toutes les auditrices et les auditeurs qui sont fans d'Aerox et qui veulent comprendre un petit peu les dessous. Merci pour les petites infos, les petites pépites que tu nous as glissées. Bon, si vous êtes encore là, c'est que ça vous a plu. Donc, vous envoyez un message à Max pour le remercier. C'est lui qui a fait tout le boulot. Il est venu et il a partagé plein de trucs hyper cool. Si vraiment vous avez adoré l'épisode, vous pouvez aussi le partager en story sur Insta. Vous nous taguez Max Villa, vous taguez Rox Evolution. Et puis, si vraiment vous étiez des gros fans, vous abonnez à Max et à nous. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, les athlètes hybrides. Merci Max, à plus. Merci Bart. Trop bien.